d'NMC Prod et notamment Thierry. Salut Thierry. Salut. Toi, tu fais quoi? T'es à la... Je suis à la grue. T'as passé un bon salon? Superbe salon, superbe ambiance, comme d'habitude, comme chaque année. Je peux te poser une question, Thierry? Est-ce que tu sais ce que c'est que la régénération des sols? À peu près, là, je ne saurais pas en parler comme ça, mais oui, je vois de quoi il s'agit. Oui. Ben, ça va être la thématique de cette émission. Tu sais qu'il y a des marques aujourd'hui qui sont en train de travailler pour aider la terre à se régénérer, à recréer du vivant dans ce sol qui est notre terre et mère nourricière. Et c'est de ce dont on va parler aujourd'hui dans une émission avec 3 invités extrêmement intéressants et surtout très investis sur ce sujet de la régénération des sols. Au nom de l'apéro, c'est maintenant, c'est tout de suite générique. Dernière émission, alors hier on avait des plateaux féminins, aujourd'hui on a un plateau masculin, la parité est parfaitement respectée sur le plateau d'On l'apéro. On va parler régénération des sols et surtout des marques qui s'engagent et qui s'investissent pour que cette terre continue à nous nourrir. On sait combien c'est important. Alors on a des Charles aujourd'hui. Charles Léonardi, bonjour. Bonjour Antoine. Alors Charles, vous êtes directeur général du développement durable chez Nestlé. Exact. Ouais. Depuis quand? Ouais. Alors depuis le 1er janvier, c'est assez récent. Et vous êtes un enfant de Nestlé, vous avez fait toute votre carrière chez Nestlé? Juste 25 ans, ouais. Ouais. Comment on arrive à la RSE chez Nestlé? Naturellement, c'était une envie, c'était... C'est arrivé assez naturellement parce qu'en fait j'étais dans la supply chain pendant 25 ans. Donc supply chain, j'ai travaillé sur toute la chaîne d'approvisionnement, dont tout l'amont agricole. Et depuis que je suis rentré en France, parce que j'étais pendant pas mal de temps à l'étranger, depuis que je suis rentré en France, on a engagé pas mal de programmes avec nos fournisseurs autour de l'agriculture régénératrice et autour des sols vivants, on a appelé ça. Et notamment, donc, on va en parler avec quelques marques comme Choc à Pic qui fait le bonheur de mes enfants le matin. À mes côtés aussi, Jean Aran. Bonjour Jean. Bonjour Antoine. Agriculteur. Et puis alors attention, agriculteur beau gosse, branché. Il est beau comme tout, Jean. Tu nous arrives de la Somme. Tout à fait, ouais. Au sud d'Amiens. Au sud d'Amiens. Picardie. Donc tu es installé depuis 2019. 2019. Voilà. Donc en grande culture, on a une quinzaine de cultures différentes sur l'exploitation. 400 hectares. 400 hectares, ouais. Entreprise familiale, 5 générations, et voilà, j'ai pris la suite de mon papa qui est parti il y a 13 ans. Ma mère a fait la transition sur l'exploitation et me voilà parmi vous. Tu as une formation d'agriculteur? Alors j'ai fait une école de commerce à la base, j'ai fait l'IESEG, voilà, à la Défense, donc dans un milieu beaucoup moins vert que mon cadre de tous les jours maintenant. Et j'ai repassé un diplôme agricole après. Le souhait de revenir vers l'agricole s'est prononcé en cours de parcours. On m'a presque toujours dissuadé de devenir agriculteur. C'était pas forcément le souhait de mes parents. Et au décès de mon papa, j'ai beaucoup réfléchi aussi, parce que c'est des métiers qui sont très prenants, très engageants. J'ai pas beaucoup profité de mon père, il n'a pas beaucoup profité de nous non plus. On partait en vacances sans lui. Je l'ai vu stressé, pris. Enfin, voilà, c'est des métiers qui sont extrêmement prenants. J'ai eu la liberté de faire autre chose et finalement je suis revenu très naturellement vers l'agricole. Je suis le plus heureux aujourd'hui. Bon, bah c'est bien de le dire. Alors, on sait qu'il y a une crise des vocations aujourd'hui et c'est bien d'entendre des agriculteurs heureux et surtout, on va le voir tout à l'heure, bien accompagnés par des partenaires qui les aident dans la transition. À nos côtés également aussi Charles-Étienne de Renard, vous êtes le directeur général des opérations d'Intersnack. Alors Intersnack, tout le monde connaît. Hein. C'est Pico, Curly, Monster Munch. Voilà. Et surtout, c'est une boîte donc française. Alors le capital est allemand, c'est des boîtes françaises. Vous travaillez la matière première en France et vous la transformez en France. Oui, exactement. Donc on a un modèle qui est ultra vertueux dans la mesure où tous nos approvisionnements sont locaux, donc en France, et on va transformer sur nos 2 sites de production. Donc il y en a un qui est à Vic-sur-Aisne, donc en Picardie, et l'autre qui est près de Lyon, en Isère. C'est vrai qu'on oublie un petit peu, mais c'est que souvent, notamment dans la chips chez vous, ou alors dans la céréale, on va chercher les produits ici en France auprès d'agriculteurs et de partenaires. Oui, complètement. En fait, pour ce qui est de Nestlé, on a 15 usines en France et on achète en fait toutes les matières végétales en France. Ça représente quand même 300 000 tonnes de matières végétales, 300 000 tonnes de matières animales. Donc c'est pour ça qu'on a un lien très très fort en fait avec l'agriculture française.
Alors évidemment, on entend ces débats aujourd'hui autour de l'écologie, le fameux Green Deal. Vous n'avez pas attendu, vous, chez Nestlé, et on le verra tout à l'heure aussi chez Intersnack, pour entamer cette mutation et donc accompagner des agriculteurs sur des programmes de régénération des sols. En fait, on avait commencé il y a 6-7 ans déjà à faire des pilotes autour des sols vivants. Pourquoi On peut peut-être expliquer, pardon Charles, que les sols, à force d'être labourés et aussi avec les phytos, se sont appauvris, ont perdu la matière organique, ont perdu de la fertilité. Et donc l'idée, c'est de leur redonner de la force. Exactement. En fait, on avait un vrai problème de résilience en fait de la supply chain. Donc, on avait un vrai risque en fait de plus pouvoir produire dans un certain nombre d'années, parce que les sols sont très érodés dans certaines régions. Donc certains agriculteurs d'eux-mêmes en fait ont commencé à trouver de nouvelles pratiques. On a travaillé avec eux, on a essayé de comprendre comment ils faisaient et on a essayé de trouver d'autres volontaires près de nos usines pour travailler avec nous sur ce sujet. Donc ça, c'était le départ en fait des premiers projets, des premiers pilotes en fait autour de ce qu'on a appelé plus tard agriculture régénératrice. On a parlé agriculture régénératrice seulement à partir de 2019-2020, quand le groupe s'est engagé dans ce qu'on appelait notre feuille de route climat. On s'est engagé en fait à avoir être zéro net carbone en 2050, mais surtout être à moins 20% dès 2025 et moins 50% dès 2030. Et comme on est très lié dans notre empreinte carbone sur l'amont agricole, on a été obligé, en fait, enfin, on a trouvé des solutions, une des grosses solutions, et c'est là que c'est chouette, l'agriculture peut être une solution, mais en fait, c'est le remettre du carbone dans la terre, remettre de la matière organique dans la terre, et c'est complètement lié à la fertilité des sols. La terre agricole est un formidable puits de carbone. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, encore une fois, ce concept de la régénération des sols et des sols vivants, on vous a préparé un petit reportage pour tout vous expliquer, notamment avec Émeric Heurtaud, qui est un agriculteur qui fait aussi partie de votre programme et qui vous explique tout ça dans cette petite vidéo. Magnéto, Serge. Émeric Heurtaud, alors je suis agriculteur dans la Somme, à côté d'Amiens, sur une exploitation céréalière. Alors on fait du blé, du colza, des pois, du lin, des vestes semences. Premièrement, de lutter contre les graminées. Moins on va bouleverser le sol, moins on va faire regermer d'adventices. Donc justement, l'objectif c'était aussi de diminuer nos coûts de désherbage et aussi nos coûts de mécanisation. La deuxième raison, c'était aussi pour une problématique de fertilité des sols. Donc le fait de partir en agriculture de conservation des sols, de moins travailler les sols, on va justement garder la fertilité chez nous et essayer de l'augmenter. Et augmenter la fertilité de nos sols, ça nous permet aussi de faire face aux risques climatiques, parce qu'on voit bien qu'on a des périodes de sécheresse, des périodes de pluviométrie intense. Et le fait d'avoir un sol couvert en permanence, lorsqu'il pleut, l'eau va réussir à s'infiltrer, on ne va pas avoir d'érosion. Et quand il fait sec, on va retenir beaucoup plus l'eau. Et après aussi, ce qu'il a fallu mettre en place, c'était d'augmenter la rotation sur l'exploitation. C'est qu'on met en place sur l'exploitation plusieurs espèces, de façon à avoir une rotation sur 6 ou 7 ans. Depuis qu'on est passé dans cette agriculture de conservation, le fait d'être accompagné tout au long, ou en tout cas pendant le changement, ça nous a beaucoup aidé. Alors on a eu quelques petits soucis au début, parce qu'on ne connaît pas, mais plus on apprend et plus on voit comment évolue notre sol. Et puis c'est agréable de voir justement des sols beaucoup plus fertiles, où on a beaucoup plus de micro-organismes, des vers de terre, des choses comme ça. Alors on va passer beaucoup moins de temps sur le tracteur, bien sûr, mais on passe beaucoup plus de temps à regarder ce qui se passe dans nos sols, aller à droite, à gauche, se former, aller voir d'autres agriculteurs pour essayer d'évoluer là-dedans. La base de l'agriculture de conservation des sols, en fait, on dit souvent que c'est 3 piliers. Les couverts végétaux, il nous faut couvrir nos sols au maximum, un maximum de temps dans l'année. Le deuxième pilier, c'est la rotation, c'est qu'on ne peut pas faire que de la monoculture, il faut faire tout un tas de cultures. Et le troisième pilier, c'est la perturbation minimale du sol. Parce que plus on travaille le sol, plus on appauvrit nos sols, plus on déstocke du carbone, on a tendance à déstocker du carbone. Alors que si demain on arrive à diminuer le travail du sol, on va augmenter la réserve ou le stockage de carbone dans nos sols. Ça a été mis en place il y a 3-4 ans. Ça nous a permis de nous retrouver entre agriculteurs qui étaient dans cette démarche-là. Ça nous a permis de faire des réunions, de faire des formations, de progresser ensemble. Et puis d'être aussi accompagnés par tous nos coopératives, notamment Noriap,
qui nous a aidé aussi là-dedans et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir commercialiser nos semences, etc., notre blé, etc. et qui nous permet aussi de développer et d'apprendre d'autres techniques pour aller encore plus loin et progresser plus vite. Jean, ce qui est étonnant, c'est qu'on a une fascination certaine pour le monde extraterrestre. En revanche, un peu moins pour la vie intraterrestre, alors qu'elle est fondamentale pour la survie de l'humanité. Comment se fait-il qu'on ait à ce point délaissé nos sols ? Alors, effectivement, comme tu le dis, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Et lorsqu'on met en route ce genre de pratique, c'est une démarche vraiment de moyen et surtout de long terme. Et on a, en agricole, je pense, été biberonné aussi à des résultats immédiats, notamment d'un point de vue économique, puisque les reprises d'exploitation sont de plus en plus chères. On a une obligation de résultat économique aussi pour faire face à des charges qui sont de plus en plus importantes. Et cette logique des sols, on l'a peut-être un petit peu oubliée au fur et à mesure qu'on avait des potentiels de rendement qui augmentaient. Sans doute C'est presque contradictoire parce qu'en fait, on a abîmé des sols qui ont amélioré nos rendements, alors qu'en les traitant correctement, les respectant, on peut avoir en plus des bons produits à forte qualité nutritive, mais en plus des bons rendements. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur, en tout cas pour ma part, sur ce qui a été fait précédemment par les générations précédentes. Là, on n'est même pas en train de réparer le passé. À travers ça, en fait, on prépare l'avenir. Je pense qu'on n'avait pas la même conscience quelques années en arrière. Il y avait très peu de pionniers pour s'exprimer et pour donner des résultats, entre guillemets, tangibles, des métriques aussi qui amènent la preuve par les faits que la réduction du travail du sol, que l'allongement des rotations, que la fertilisation organique versus la fertilisation minérale pouvait amener des bénéfices concrets. Donc tout ça, c'était peu documenté, peu mis en pratique et aussi peu développé à travers les COP, à travers les organismes de conseil aujourd'hui, puisque ce changement de logiciel, en fait, la difficulté qu'on a, nous, en tant qu'agriculteurs, moi, j'ai tout appris quasiment sur le tas et en me documentant énormément à l'extérieur. Les acteurs de l'accompagnement agricole et du conseil, aujourd'hui, sont très peu enclins à accompagner les agriculteurs dans ce type de transition. Donc, nous, on a une montée en compétences à faire, mais en fait, c'est toute la filière au global qui doit se réinventer. C'est ça qui est très compliqué et qui explique aussi qu'on n'a pas forcément une massification et un passage à l'échelle qui soit aussi rapide que ce qu'on souhaiterait, parce que tout le monde a à réapprendre ce qu'on a appris et ce sur quoi on a capitalisé depuis des années, en fait. Charles-Étienne, chez vous, chez Interstack, quand est-ce que vous avez pris conscience qu'il y avait urgence à reprendre en main nos sols ? Alors, si tu me permets, je rappelle rapidement l'histoire de Vico parce qu'elle est incroyable. Donc, nos chips Vico, en fait, la marque Vico elle-même, elle a été créée en 1955 par des agriculteurs qui ont créé une coopérative et leur idée, à l'époque, c'était de transformer la pomme de terre et amener de la valeur ajoutée. En 55 ? 55. Okay. Et aujourd'hui, donc, on est quasiment 70 ans après, on a encore des générations de ces agriculteurs précurseurs qui sont avec nous. Donc, aujourd'hui, nous, on travaille avec un groupement sur la pomme de terre, 45 agriculteurs qui sont nos partenaires, avec lesquels on va verrouiller des contrats annuels. Donc ils ont un prix qui est garanti, une quantité qui est garantie. Prix et volume. Ah oui, prix et volume garanti pour leur donner de la visibilité, leur permettre de s'organiser. Et donc aujourd'hui, on a réussi ces dernières années à ramener de la valeur. On a travaillé... il y a ce petit pins ce petit pins qui est là, qui est la filière pomme de terre. Ça veut dire c'est la légion d'honneur de la patate, ça. Exactement. Ça veut dire que là, ce sont des pommes de terre françaises transformées en France. Et ça, vous le retrouvez sur nos sachets Vico. Donc, c'est ultra important pour nous. Et aujourd'hui, on a su valoriser avec les agriculteurs, les industriels, la distribution, puisqu'on a passé des hausses de coûts qui ont réussi à être acceptées par le consommateur. Et donc maintenant, ce qu'on veut continuer à faire, c'est maintenir ce niveau de rémunération de nos agriculteurs. Et ça, c'est l'agriculture régénérative qui va nous le permettre. Parce que ce que tu disais, on l'a vu, en l'espace de 10 ans, on a perdu 5 tonnes de rendement à l'hectare. C'est énorme. C'est énorme. Pour des rendements qui sont à 40 tonnes aujourd'hui, en moyenne. Donc en fait, il faut qu'on travaille. Et l'ambition qu'on a, nous, c'est on va s'appuyer sur un tiers de confiance qui s'appelle Pour une agriculture du vivant. Et on va mettre en place cette année un programme. Donc cette année, ça va surtout être de la prise de conscience, de la formation, pour qu'ensuite on soit capable d'accompagner concrètement les agriculteurs avec des dispositifs et éventuellement des premiums, pour pouvoir les consolider dans la prise de risque et dans le changement des pratiques agronomiques. Oui, parce que c'est vrai que Charles, on oublie de le dire, c'est à la fois extrêmement courageux mais très risqué. Quand on se remet à travailler son sol, il y a une part d'impondérabilité, les éléments et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a un soutien financier de votre part.
Alors en fait, il y a un triple soutien, enfin ce qu'on essaye d'apporter aux agriculteurs qui s'engagent. C'est un engagement volontaire, hein, je tiens à préciser. Donc ceux qui s'engagent, on a un triple soutien. D'abord, c'est un support technique. Donc nous, on travaille aussi avec une ONG qui s'appelle Earthworm Foundation. Avec Bastien Sachet, avec Bastien, exactement. Donc qui fait partie d'un collectif qui rassemble un certain nombre d'acteurs et puis qui nous, on n'est pas des spécialistes, donc il y a des spécialistes sur le marché qui sont là en fait pour être sur le terrain avec les agriculteurs et les aider en fait dans leur démarche, parce que comme le disait Jean, il y a beaucoup de savoir à partager, il y a beaucoup d'expériences à partager, on peut beaucoup apprendre en mettant les gens ensemble. Donc ça, c'est le premier support. Le deuxième support, pour faire court, c'est de l'engagement long terme, c'est-à-dire qu'on sait que la transition va prendre du temps, donc on souhaite s'engager sur 5 ans. 5 ans. Ce qui n'était pas en fait notre politique habituelle d'achat. Hein, donc il a fallu qu'on revoie. Ça n'a pas dû être simple quand même, Charles, de convaincre ses patrons, ses équipes en interne, de leur dire bon, on va s'engager sur 5 ans. Non, en interne, c'est pas forcément simple, mais en même temps, quand on explique en quoi consiste et la complexité en fait de ce changement de pratique, je pense que les gens comprennent assez rapidement, et quand on parle avec des gens comme Jean, des agriculteurs comme Jean, on comprend assez vite que ça ne va pas se faire en un an. Il faut des années, et donc on ne peut pas faire ça en fait sur le court terme. Il faut qu'on s'engage sur le long terme. Donc ça, c'est la deuxième support. Et le troisième support, oui, on valorise financièrement. On valorise financièrement l'effort en fait de changer de pratique. Donc quand les pratiques sont mises en place, donc, on a un niveau de prime. Un système de prime, c'est ça. On a un niveau de prime, et puis quand on commence à avoir les résultats en fait de ce qu'on cherche à faire par les pratiques dans le sol, que ce soit la fertilité des sols ou le carbone dans le sol, donc quand on atteint un certain nombre d'objectifs quantifiables, là on a le niveau de prime maximum. Donc il y a vraiment 2 niveaux de prime qu'on donne aux agriculteurs qui s'engagent. Comment ça se passe, Jean, quand ta coopérative vient de voir, te dit tu sais, tu vas travailler pour Nestlé? Alors c'est vrai qu'en définitive ça recrée du lien aussi. Moi, du temps de mon père, ou même au tout démarrage de mon activité, on stockait du blé qui partait en camion, qu'on vendait à un OS sans savoir directement où ça partait. Et en fait, c'est ce qui restait un petit peu dommage aussi dans notre métier, c'est qu'on ne touchait pas forcément la finalité de où partait notre produit et comment étaient valorisés nos efforts. Je prends un exemple tout bête. Quand on s'engageait par rapport à certains voisins à faire baisser les doses de fongicides ou autres, à moins fertiliser, on n'obtenait pas de premium. On faisait partir le blé au même endroit, dans les mêmes usines, dans les mêmes silos. Là, il y a vraiment aussi une reconnaissance du travail fondamental qui est fait par l'agriculteur sur la durée. Donc là, c'était un vrai, je pense, engagement fort de la part des COP et des industriels aussi, de pouvoir recréer un lien avec les agriculteurs, parce qu'en définitive, on travaillait tous en silos. Chacun de notre côté, c'est sans mauvais jeu de mots, en définitive ça donnait beaucoup moins d'impact à cette transition. Là, le fait que tout le monde soit enchaîné, dans le bon sens du terme, vers une transition et vers des objectifs communs, ça pousse et l'agriculteur à s'engager sur la durée, à essayer, à tester, à risquer, parce qu'il y a aussi effectivement cette notion de premium, donc le risque est partagé. La COP à s'initier, à massifier ses volumes produits en agriculture régénératrice, à faire monter cet essai en compétences, et l'industriel à effectivement pouvoir communiquer auprès du consommateur, à nous donner aussi nous des opportunités comme aujourd'hui de pouvoir s'exprimer dans ce qu'on fait de bien, parce qu'on est bien souvent malheureusement un petit peu esselé dans les efforts qu'on peut faire, et crois-moi, et tu le sais, qu'il y a beaucoup de choses qui se font différemment dans les fermes. On a besoin aussi de cette voie et de ce mariage agriculteur-COP Indus pour pouvoir avancer plus vite, plus fort et mieux. Charles, est-ce que les effets de cette politique de régénération des sols, notamment dans la pomme de terre, c'est le non-labour, est-ce que ça a eu déjà un effet visible sur les rendements? Alors nous, on va démarrer cette année, mais ce qu'on voit avec PADV, ils nous ont montré des exemples où effectivement des gens qui sont engagés depuis 4-5 ans arrivent à obtenir vraiment des améliorations. Mais généralement, comme tu l'as dit Charles, c'est un cycle de 5 ans pour venir se stabiliser. Donc en fait, il faut le voir comme un investissement. Il faut qu'on investisse auprès de nos agriculteurs pour leur permettre d'aller chercher ce palier-là et ensuite retrouver une forme de stabilité. Ça marche tellement bien que vous avez décidé aussi de dupliquer ce modèle dans le maïs, je crois. Exactement. Donc l'an dernier, on a lancé notre maïs Vicopop. Et là aussi, c'est un maïs exclusivement sud-ouest. Et de la même manière, alors ils sont plus avancés que nous sur le maïs.
que sur la pomme de terre, puisque là, ça fait à peu près 10 ans qu'on conduit une agriculture régénérative avec des couverts végétaux entre chaque récolte et une mesure par satellite de la captation de carbone dans les champs. Ouais. Donc en fait, ça c'est un petit peu plus... c'est plus en avance que nous. Et sur la pomme de terre, c'est ce qu'on souhaite maintenant mettre en place aussi pour continuer sur nos 2 grosses cultures à transformer et à accompagner le futur. Vous avez combien d'agriculteurs partenaires, Charles ? Alors aujourd'hui, on a 350, 350 agriculteurs. C'était ton objectif ou tu... Non, c'est pas fini. En fait, on va continuer. Mais c'était déjà, pour nous, c'était déjà un gros milestone. Enfin, c'était un objectif qu'on s'était fixé pour l'année dernière. On voulait qu'on ait 20% de nos volumes d'ingrédients qui soient déjà dans l'agriculture régénérative. Donc, on parle déjà de 110 000 tonnes équivalent engagés. 15 fournisseurs directs, donc c'est des coopératives, ce sont des négoces, c'est aussi des fournisseurs d'ingrédients. Et derrière, donc 350 agriculteurs, ça commence à faire. Jean, tu t'es installé à Roule-10 en 2019, tu as 400 hectares, donc des gros emprunts. Forcément, on en a déjà parlé, on a des millions aux fesses, surtout quand on est jeune et qu'on s'installe. C'est ça, c'est un des points un peu clés aussi, c'est qu'on n'est pas des associations loi 1901. On a un objectif de rentabilité à tenir. Après, l'agriculture régénératrice, contrairement à ce qu'on peut penser, amène une réponse à ça aussi. On est sur une exploitation, moi je l'ai vu du temps de mes parents, avec des rendements qui sont très oscillants et très climato-dépendants. C'est des argiles assez lourdes. Quand il pleut, on n'arrive pas à rentrer dans les parcelles, on fait des semis moyens. Quand il n'y a pas d'eau au printemps, on a des rendements qui sont catastrophiques. Et en définitive, depuis que je me suis installé et que je mets en place ces pratiques-là, on a des rendements qui, à 3 ou 4 quintaux près, sont très réguliers. Et on peut vraiment parler de résilience. Alors, je pourrais juger vraiment sur un cycle évidemment plus long, mais déjà c'est encourageant et c'est ce qu'on vise, c'est d'avoir une stabilité au maximum dans nos rendements. Et ça intéresse aussi l'industriel qui achète nos céréales, parce que forcément, on veut avoir un volume sécurisé en face. Donc, tout le monde a y gagné avec ça. Moi, je ne suis pas dans une logique de gestionnaire d'entreprise à dire il faut absolument faire le rendement maximum une année sur 3. C'est plutôt le rendement moyen ou optimum sur la durée qui va me sécuriser mon revenu. Donc c'est vraiment l'objectif. C'est vraiment un homme de Vitruve. Il a plein de cordes à son arc, puisque tu as lancé un concept de la ferme H où tu fais maintenant ton huile de tournesol, ton huile de colza et de cameline. C'est ça, en agriculture régénératrice. Et on a un petit sujet à vous montrer, vous allez voir, c'est assez étonnant. Magnéto Serge. C'est une aventure familiale, ça fait 5 générations qu'on est ici et pour moi c'est des terres qui sont chargées de souvenirs et d'histoire. C'est ici que j'ai appris à marcher, à aimer la nature et à aimer aussi ce qu'allait devenir mon futur métier. Je suis revenu sur l'exploitation il y a maintenant 4 ans avec un virage qui a été pris très rapidement vers l'agriculture de conservation des sols, puis l'agroforesterie. En agriculture régénératrice, on s'appuie sur 3 grands piliers. Le premier, c'est la couverture maximale des sols. Il y a des couverts végétaux qu'on va implanter au plus près de la récolte, avec un maximum d'espèces qui vont être présentes dedans, de façon à venir enrichir, nourrir notre sol et à ramener un maximum de biodiversité dans les parcelles. Le deuxième pilier, c'est la diversité des espèces cultivées sur l'exploitation. Plus on a de diversité, plus on est résilient face aux aléas climatiques. Le troisième grand pilier, c'est la réduction du travail du sol. Aujourd'hui, on a 90% de l'exploitation qui est exploitée en semi-direct, donc sans labour, sans déchômage. C'est un vrai défi en termes de transition, de réflexion, mais qui porte évidemment ses fruits par rapport aux gros enjeux communs à toute la société, qui est l'enjeu du stockage du carbone. Depuis 2 ans maintenant, on s'est lancé dans l'agroforesterie, la plantation d'arbres en intraparcellaire mais également en bord des parcelles, de façon à maximiser la biodiversité qui est présente sur l'exploitation et se rendre également plus résilient et plus autonome face au changement du climat. En cumulant du coup nos méthodes de culture en agriculture régénératrice et la plantation en agroforesterie, on estime avec nos différents partenaires qu'on est capable désormais de stocker près de 1500 tonnes d'équivalent CO2 sur l'exploitation, ce qui représente les émissions d'un petit village comme celui sur lequel est implantée l'exploitation. En tant qu'agriculteur engagé, ce virage vers l'agroécologie, il était logique mais délicat. Le réchauffement climatique, en soi, c'est pas un gros problème, c'est 7 milliards de petits problèmes et on essaie de répondre à cet enjeu.
Charles-Étienne, on a eu la chance, nous, de produire un documentaire sur M6 sur Zone Interdire, donc d'ailleurs à une heure de grande écoute sur la régénération des sols avec plusieurs exemples. Et les réactions des téléspectateurs à l'issue de l'émission, c'est pourquoi on ne systématise pas ce modèle à l'ensemble des cultures? Alors, tu as totalement raison. La complexité, c'est qu'il a fallu déjà convaincre les industriels de s'y engager. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que souvent le cadre qu'on met dans la transition climatique, c'est SBTI, Science Based Target Initiative. Aujourd'hui, il y a 40% de la capitalisation boursière qui utilise ce cadre. Donc ça, c'est important. Nestlé, il a été en avance. Nous, on vient de s'engager avec notre groupe l'an dernier. Mais ça va donner du sens parce que plus nombreux on va être en tant qu'industriel à accompagner nos agriculteurs, plus on va pouvoir financer. Parce qu'évidemment, tu disais, tu travailles sur 7 rotations. Moi, mes agriculteurs, souvent 5-6. Si vous avez 5-6 rotations de produits, il faut avoir de l'accompagnement sur toutes les cultures. Sinon, c'est compliqué de sponsoriser à travers le maïs ou à travers la pomme de terre. Et donc ça c'est déjà très important. Et la deuxième partie, je pense qu'il va falloir aussi travailler avec des indicateurs communs. Alors nous, c'est un peu le choix qu'on a fait chez PADV. Ils travaillent avec un indicateur qui est simplifié, qui est l'indice de régénération. Et l'objectif qu'on a, c'est que cet indice puisse servir aussi à la politique nationale, c'est-à-dire que l'agence de l'eau, par exemple, ou d'autres prestataires étatiques puissent accompagner sur la base de ces indicateurs. Auquel cas, sinon, on a une multitude de dispositifs et l'agriculteur, en fait, il fait face à une montagne de complexité. Donc ça va être pour moi un enjeu du futur. Comment on trouve un moyen simple d'objectiver les bonnes pratiques et comment ça peut servir dans tous les mécaniques aussi bien local, national qu'industriel. Ouais, parce que ce que reprochent beaucoup, on les a entendus les agriculteurs là, pendant ces manifestations, ils ont raison, c'est la paperasse, les démarches, le temps passé dans les bureaux. Est-ce que finalement ce que vous mettez en place, ça ne leur ajoute pas une charge mentale supplémentaire ? On ne s'est pas parlé avant, mais en fait on est complètement alignés. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, en fait, on veut justement le mettre dans un cadre collectif. C'est-à-dire que nous, typiquement, on a travaillé pendant 2 ans et demi sur essayer de faire un cadre technique simple pour les coopératives, pour les agriculteurs, pour mettre en place quelque chose qui soit compréhensible avec le moins d'administration possible. Mais on l'a mis à disposition d'un collègue. Toutes les recherches qu'on avait faites avec Earthworm, on les a mis à la portée en fait de tout le monde, dans l'objectif en fait que tout le monde s'en saisisse et qu'à la fin un agriculteur il n'ait pas un référentiel Nestlé par rapport à un référentiel X ou Y et que on lui simplifie la vie. Et en fait que s'il fait un projet avec Nestlé, finalement voilà, si vous arrivez avec le même besoin sur la matière, que ce soit complètement cohérent et finalement la même chose, hein, et qu'il puisse vendre à vous et à nous en fait le fruit de son travail et le fruit de son investissement. Il y a 2 acteurs qui ont été montrés du doigt par les agriculteurs pendant cette période extrêmement mouvementée, la grande distrib et les industriels. Et là on se rend compte que le mariage de raison et même parfois de passion est possible. Oui, alors c'est pas l'école des fans, hein, mais moi je suis vraiment aligné aussi avec ce qui se dit. En fait, on est envahi de paperasse, ça c'est clair et net. Même moi qui suis issu d'une génération, on est très connecté, on a l'habitude des papiers, des documents, etc. à remplir parce qu'on a été baigné dedans. Effectivement, c'est stressant et c'est pesant. Par contre, on a besoin quand même d'indicateurs utiles, métiers, qui doivent se construire. Et en fait, toutes ces filières, lorsqu'elles se mettent en place, on arrive à obtenir des KPI qui nous permettent de progresser. Et toute bonne logique de gestion d'entreprise ou de stratégie d'entreprise, qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas l'améliorer. Donc là, l'intérêt aussi, c'est de ne pas naviguer, entre guillemets, au doigt mouillé. On a vraiment des indicateurs sur nos parcelles, de couverture de sol, de taux de matière organique, d'indicateurs qualitatifs et métiers qui nous permettent de voir l'impact de nos pratiques et de nous aider au quotidien dans notre gestion d'entreprise. On est très loin d'une déclaration PAC qui n'amène aucune valeur ajoutée. Là, moi, passer du temps là-dessus, ça ne me gêne pas. En plus, derrière, il y a cette logique de meilleure valorisation du produit final, donc tout va bien. Si ça pouvait être standardisé comme ça, il n'y a aucun problème. Les agriculteurs, vous pouvez les mettre devant les papiers. Hein. Si c'est pour gagner un petit peu plus ou avoir des outils de pilotage à disposition qui nous sont utiles et concrets, il n'y aura pas de problème. En définitive, on passe du temps sur de la paperasse à faible valeur ajoutée. En fait, c'est ça la problématique. Mais dans le cas présent, c'est un bon exemple d'effort bien rétribué, bien rémunéré. Génial. Et Charles-Étienne, on se rend compte que finalement vous êtes des formidables ambassadeurs sur ces problématiques de régénération des sols. Et pourtant, parfois en termes de marketing, vous mettez un petit voile de vertu, vous avez du mal à en parler.
Je crois pas, on en parle quand même sur nos sites, on en parle sur notre pack. Après, c'est un sujet qui est complexe, il faut reconnaître pour le consommateur, il y a énormément de logos, donc très difficile de se faire une opinion. Moi, je crois qu'aujourd'hui... Ça peut créer de la préférence de marque, ça, demain, de se dire... complètement. Je crois qu'aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus sensibles à un produit qui va être sourcé dans des circuits courts. Donc c'est évident que c'est un avantage pour le futur. Là, vous avez un super support pour faire de la pédagogie autour de la régénération des sols. Il y a le dos des paquets de Choc-à-Pic, là. Et on va communiquer. On y passe beaucoup de temps le matin. Voilà. Alors avant, on avait des petits rébus, des petits jeux. Maintenant, on va pouvoir informer, instruire nos gamins sur ces sujets. Oui, et c'est génial parce qu'en fait, c'est la nouvelle génération. Ce sont les enfants, ce sont ceux qui sont... voilà, c'est la génération de demain. Donc, plus on pourra tôt, en fait, expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait et à quel point c'est vertueux. Et je pense que plus on arrivera à entraîner les nouvelles générations dans ces systèmes. En tout cas, nous, on est ravis avec Au nom de la Terre, Édouard Bergeon et Elisabeth Billemaz, de montrer que le mariage entre le monde de l'industrie, le monde de l'agriculture était capable de donner des initiatives comme celle-là qui sont formidables. Messieurs, merci, c'était passionnant. Moi, je vous dis, eh bien, c'est fini pour nous. Je voulais remercier toutes les équipes d'AMMC là, qui sont autour de Mathieu, le réalisateur. À la portable, il y a Julien, à la grue, Thierry. Il y a à la tourelle, c'est Adrien. L'assistant, évidemment, Christian. J'ai bien pris mon micro, Christian, toute la semaine. Ça s'est bien passé. Et puis Valérian et Fabrice, c'est encore un plaisir, un bonheur de vous raconter un petit peu à hauteur d'homme ces grandes problématiques agricoles qui sont en train de nous agiter. J'espère que l'année prochaine sera un peu moins mouvementée. En tout cas, nous, on va se quitter là. Puis moi, je vais aller me coucher parce que je suis cramé. À très vite. Au revoir.